L'ouverture du Conseil national palestinien à Alger, Yasser Arafat va tenter d'imposer sa ligne et de renouveler sa stratégie diplomatique. La polémique Jacques Chirac, Gaston Defferre sur la gestion de Marseille. Ce soir, la réponse sans concession du ministre de l'Intérieur. Le drame de l'incendie du cinéma de Turin. Le président de la République, sur place, essaie de comprendre avec les enquêteurs comment 64 personnes ont pu périr. Enfin, la préparation de l'équipe de France de football à 2 jours de son match contre le Portugal. Pour Antenne 2, une interview de Michel Platini. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toute une ville en deuil ce soir à 100 km de la frontière française. Turin pleure ses 64 morts, parmi lesquels de nombreux jeunes gens et 3 enfants. Le président de la République italienne, Sandro Pertini, s'est rendu sur place, a visité la chapelle ardente et a vu les lieux de l'incendie dramatique d'hier soir dans le cinéma Statuto. Pour l'instant, les responsabilités sont bien difficiles à définir. Le gérant du cinéma, qui avait été arrêté à toutes fins utiles pour désastre et homicide par imprudence, a été victime d'un malaise cardiaque tout à l'heure. Il était, comme tous les témoins, fortement choqué par la tragédie. En ligne, notre correspondant permanent en Italie, Victor Brabant. Sandro Pertini s'est rendu à Turin en fin de matinée pour s'incliner devant les corps des victimes du plus grand désastre qui se soit jamais produit dans une salle de cinéma en Italie. La commission d'enquête a déjà entendu tous les témoins de la catastrophe. Le point le plus délicat à établir, c'est de savoir si les issues de secours ont fonctionné normalement. Par exemple, et dans un moment de panique bien naturel, il y a des spectateurs qui ont désespérément essayé d'ouvrir une issue de secours vers l'intérieur alors qu'il fallait faire le contraire. C'est peut-être aussi dans cet instant de panique qu'on a eu l'impression que ces issues de secours étaient verrouillées. Ce qui est établi maintenant, c'est que le polyuréthane expansé, une espèce de mousse dont sont faits les fauteuils du cinéma, a dégagé énormément de vapeurs toxiques en brûlant. La plupart des victimes sont mortes d'ailleurs asphyxiées et non pas carbonisées. La cause précise de l'incendie, on penche plutôt vers la thèse d'un court-circuit qui se serait déclaré près de la cabine de projection. En tout cas, le gérant du cinéma Statuto a été arrêté dès hier soir. Ce matin, il a été victime d'un malaise cardiaque et il a dû être hospitalisé. Il y a 3 heures s'ouvrait le Conseil national palestinien que l'on compare assez souvent au Parlement des organisations palestiniennes, un Parlement non élu. C'est la première fois que cette assemblée se réunit en Algérie. L'enjeu des 4 jours de travaux est d'importance pour définir une ligne d'action de l'OLP après l'évacuation des forces palestiniennes de Beyrouth en septembre. L'heure est maintenant à la diplomatie, disent au sein de l'OLP des voix de plus en plus nombreuses. Mais il faut pour Yasser Arafat tout faire pour tenter de maintenir l'unité de son mouvement. Pierre Serra est notre envoyé spécial sur place. Le Conseil national palestinien compte en principe 544 membres, dont 360 seulement sont présents ici à Alger aujourd'hui, puisque les 180 autres sont retenus dans les territoires occupés par Israël. C'est donc une session particulièrement importante cette année, puisque la résistance, qui a perdu la guerre, il faut bien le dire, va devoir prendre et définir une nouvelle ligne politique. Yasser Arafat s'est considérablement rapproché de Georges Habash, des tenants du Front du Refus, et donc dans les circonstances actuelles, on peut imaginer qu'il dispose derrière lui, pour le soutenir, d'une majorité de modérés qui vont l'aider à obtenir un mandat pour avancer sur le plan politique. Quelle va être cette avance? Eh bien d'abord probablement maintenir les contacts avec les Israéliens qu'il a déjà entrepris, ensuite aller plus loin avec le roi de Jordanie, lui donner en quelque sorte un mandat évolutif, c'est-à-dire un mandat qui ne prévoirait pas tout de suite la délégation générale des Palestiniens au roi Hussein, mais qui lui permettrait, en fonction de ce que les Américains seraient décidés à faire, d'obtenir de plus en plus de confiance des Palestiniens. Oui, Yasser Arafat que nous avons vu aux côtés du président algérien Chadli. Au centre des débats, nous l'avons dit, les multiples plans de paix qui se sont succédés pour faire revenir le calme au Proche-Orient. Il y a eu le plan de Fès, le plan Moubarak, du nom du président égyptien, le plan Reagan, enfin, un plan qui peut s'accompagner d'une association jordano-palestinienne. Paul Nahon nous aide à mieux comprendre ce qui se passe en ce moment à Alger. 9, 8, 7, 6, 5. Il y a aujourd'hui 2 données fondamentales pour bien comprendre l'enjeu de la réunion d'Alger. Première de ces données, les Palestiniens sont affaiblis et dispersés dans le monde arabe après leur exil du Liban. La seconde de ces données, les Américains sont plus que jamais les maîtres du jeu au Proche-Orient et c'est toujours le plan Reagan qui est à l'honneur à Alger, un plan qui vise à réintroduire la Jordanie dans la négociation.
La tendance modérée de l'OLP avec Arafat à sa tête est plutôt favorable à cette option qui viserait à créer une entité et plus tard une confédération jordano-palestinienne. Alors, pourquoi pas? Après tout, il ne faut pas oublier que 65% de la population jordanienne est de souche palestinienne. Bien sûr, on se souvient des différends très graves entre le roi Hussein et les Palestiniens en septembre 1970 qui ont abouti au massacre d'Amman, mais ces différends semblent oubliés, du moins pour l'instant, et si cette solution jordano-palestinienne prévalait, elle aurait comme avantage, comme mérite pour le roi Hussein de récupérer à brève échéance la Cisjordanie, ces territoires jordaniens occupés depuis 1967 par l'armée israélienne. À Alger, donc, les modérés de l'OLP vont tenter de mettre sur pied une sorte de délégation jordano-palestinienne dans laquelle seraient représentés des Palestiniens des territoires occupés, des représentants proches de l'OLP, comme le maire de Bethléem, M. Elias Freij. Alors la situation pourrait se débloquer et aurait un avantage pour Israël, négocier avec les Jordaniens et non pas directement avec l'OLP. L'enjeu de la réunion d'Alger est donc capital. La tendance modérée va s'affronter à la tendance dure, soutenue par un autre pays arabe, la Syrie. C'est dur, qui affirme que la négociation avec la Jordanie, c'est la disparition à moyen terme de l'OLP. Paradoxalement, on vient de le voir, à Alger, Arafat et sa tendance sont en danger de paix, comme on le disait il y a quelques années pour Israël. Pour Valéry Giscard d'Estaing, qui l'a dit ce matin dans Expliquez-vous sur Europe 1, le roi Hussein semble décidé à s'engager dans une négociation de paix. Il considère que les chances peuvent être réunies pour aboutir à des résultats positifs. L'ancien président de la République revenait d'un voyage privé en Jordanie. Alors, que pense Israël de cette nouvelle tournure des choses? Apparemment pas grand bien. Quels que soient les résultats de la réunion d'Alger pour le cabinet Begin, il n'est pas question de négocier directement ou indirectement avec l'OLP. Certains ministres modérés ajoutent, aussi longtemps que l'organisation palestinienne n'aura pas renoncé à sa charte, rejeté le terrorisme et accepté l'existence de l'État d'Israël. Pour l'opposition travailliste, au contraire, cette procuration que pourrait accorder l'OLP au roi Hussein constituerait la preuve que l'option jordanienne prônée par Shimon Peres depuis des années est viable. En Cisjordanie, de nombreux notables palestiniens espèrent que la réunion d'Alger va déboucher rapidement sur des négociations. Ils estiment que le temps presse, le rythme de construction des implantations israéliennes risquant en effet de rendre impossible à brève échéance la création d'un État palestinien. Les Israéliens toujours préoccupés de leurs problèmes intérieurs. Vous savez qu'Ariel Sharon, jusqu'alors ministre de la Défense, a été nommé hier en Conseil des ministres ministre sans portefeuille, ce qui ne va plus à l'opposition travailliste qui voit un biais pour échapper aux recommandations de la commission Kahn. Le successeur d'Ariel Sharon à la Défense est bien, comme nous l'annoncions avant-hier, Moshe Arens, jusqu'alors ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Sa nomination reste à confirmer par la Knesset, mais le gouvernement ne devrait pas avoir de difficulté à l'entériner. Au Liban, maintenant, on a appris que les 10, c'est-à-dire les 10 pays de la communauté européenne, pourraient prendre une initiative pour assurer la protection des civils palestiniens au Liban. Alors, parmi les actions déjà en cours, il faut noter celle de la force d'intervention, et notamment des Français, qui sont depuis aujourd'hui encore un peu plus nombreux. Un nouveau contingent est arrivé ce matin à Beyrouth. Il y a quelques jours, Patricia Coste et Jean-Jacques Le Garec suivaient le travail des soldats français au Liban. Vigilance toute particulière, certains renseignements avaient annoncé pour aujourd'hui à Beyrouth une éventuelle action exceptionnelle contre des Français. À 9h ce matin, première alerte, sur cette terrasse, en face d'un poste français, a été signalé un homme armé d'un fusil Kalachnikov. On vérifie. Malgré cette tension qui monte régulièrement, les soldats français tiennent à rester ce qu'ils sont, des professionnels pour la plupart. Depuis qu'on les a visés directement et par 2 fois, ils ont peu changé leurs habitudes. Ils doivent obligatoirement maintenant porter un gilet anti-éclat. Leurs camions ont été tous débâchés et les hommes placés au centre en observation, prêts à s'éjecter au cas où on leur enverrait de nouveau une grenade. Enfin, un cordon de sécurité devant leur poste, interdit de stationner. On signale de plus en plus de voitures piégées dans la ville.
leurs officiers leur ont dit « Faites plus attention, mais ne le montrez pas ». En fait, les militaires français ne veulent pas se laisser intimider par tous ceux, ils sont nombreux, qui voudraient bien les voir quitter le Liban. On parle ici, pêle-mêle, des Israéliens, des Syriens, des Palestiniens, des forces phalangistes et même des Iraniens. Face à tout cela, les Français auraient pris des mesures plus importantes de sécurité qu'ils ne veulent bien le dire, mais ils ne veulent pas en parler pour ne pas nuire à leur efficacité. C'est par mesure de sécurité aussi que ce jeune soldat a été blessé hier. Il était monté dans cet immeuble pour voir s'il n'y avait pas un angle de tir menaçant pour son poste, situé tout près. Il a marché sur une mine israélienne posée cet été. Le sauvetage a été rapide, professionnel encore une fois, mais l'émotion était forte. On a appris 1 heure plus tard qu'il avait fallu l'amputer. Ces hommes disent eux-mêmes qu'ils ne font que leur métier. Et pour le moment, et malgré tout, le moral y est toujours. Pour en finir avec le Proche-Orient, il faut savoir que le ministre français des Relations extérieures était aujourd'hui en Syrie, il venait d'Irak. La France, a-t-il dit à Bagdad, poursuivra ses efforts pour mettre un terme au conflit irako-iranien. Arrivée à Paris du président du Conseil italien, que vous découvrez sur ces images, Amintore Fanfani, accompagné de 5 ministres, et ce dans la perspective du sommet annuel franco-italien, 1 fois par an, un petit peu à l'image des sommets franco-allemands qui se réunissent, eux, 2 fois par an. Séance plénière demain matin et conférence de presse des 2 dirigeants, messieurs Mitterrand et Fanfani, tout de suite après. Il fallait s'y attendre, Gaston Defferre n'a pas tardé à répondre aux attaques de Jacques Chirac samedi soir à Marseille, des propos très durs pour la gestion de sa ville, propos que nous diffusions hier soir. Les 2 hommes n'en sont pas à leur première polémique, on se souvient de leur prise de bec à la veille des cantonales l'année dernière. Voici donc ce soir, en réponse à une question de Dominique Laury, la position du maire de Marseille. Ce qui est important à propos de cette réunion, ce sont moins les attaques personnelles de Chirac, il est assez coutumier de ce genre de choses, que le ton général de la réunion, la violence verbale, l'agressivité, le racisme, la xénophobie. Cela, c'est très inquiétant. Et vos fonctionnaires en prison? Il y a eu des malversations. J'ai demandé que toute la lumière soit faite. Du temps de Chirac, on étouffait des scandales. J'ajoute que du temps de Chirac, il était ministre de l'Intérieur, il y avait le SAC. Son service d'ordre de samedi a rappelé les hommes du SAC, on sait comment ça commence, on sait comment ça finit. Par des règlements de compte, une tuerie comme celle d'Oriol où 6 personnes ont été massacrées. Vraiment, ce qui m'inquiète, ce sont moins les mensonges de M. Chirac, c'est un habitué, que l'atmosphère politique qu'il crée en France en ce moment. Hier soir également, nous diffusions les propos de Jean Le Canuet et nous reprenions ceux de Raymond Barre, qui tous 2 accusaient le gouvernement d'être inexistant et s'en prenaient à la cacophonie régnante au sein de la gauche. La réponse sur France Inter, dans Face au public, du communiste Paul Laurent. Quand j'entends parler de cacophonie à propos de l'action gouvernementale, une cacophonie qui implique une augmentation du pouvoir d'achat du SMIC de 12,5%, un relèvement substantiel des allocations familiales, une baisse de la durée hebdomadaire du travail, une augmentation d'1 semaine des congés payés, la retraite à 60 ans, le remboursement de l'IVG, les nationalisations, la décentralisation, les droits nouveaux des travailleurs dans les entreprises. Je me dis que toute réflexion faite et comparant ça au bilan de Chirac, de Barre et de Giscard, les travailleurs, même s'ils ont quelques impatiences, sauront se retrouver très clairement le 6 mars. Dans le domaine social, une seule réunion à signaler, celle des syndicats et du CNPS sur l'harmonisation des régimes complémentaires de retraite. Pas de résultat pour le moment.
Deux affaires policières maintenant, mais deux affaires de nature très différente. À Puteaux tout d'abord, des inspecteurs de l'anti-gang ont été violemment pris à partie par 3 jeunes maghrébins, puis une quinzaine d'autres. La bande était visiblement sous l'empire de l'alcool, les policiers ont dû tirer pour se dégager et un inspecteur a été blessé au bras au cours de la bagarre. En revanche, ce matin, à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine, c'est un jeune Tunisien qui a été grièvement blessé par la balle tirée par un brigadier de police. Le jeune cyclomotoriste avait refusé de se laisser contrôler. L'inspection générale des services enquête. Patrice Pellet. Au code de la route. Il roulait en mobilette sans casque et sans feu arrière. Interpellé par une patrouille de policiers, il refuse de s'arrêter et est alors pris en chasse. 300 mètres plus loin, les gardiens de la paix réussissent à le bloquer le long du trottoir. Nasser, déséquilibré, tombe sur le capot de la voiture. C'est à ce moment-là que le jeune maghrébin reçoit une balle dans la tête. Miraculeusement, il n'est pas tué sur le coup. Grièvement blessé, il est toujours dans le coma. Alors, pourquoi ce coup de feu ? D'après la police, c'est un accident. Le brigadier tenait son revolver, un 357 Magnum, à bout de bras, à l'extérieur de la voiture. Le coup est parti. Cette version des faits est actuellement vérifiée par l'inspection générale des services, la police des polices. Réveillé par les coups de feu, un riverain explique ce qu'il a vu et entendu. Ma femme me dit c'est un accident, je dis non, ça c'est un revolver, ça c'est pas un accident, comme ça éclaté comme ça, c'est un revolver. Alors dans le salco, je mettais un parceau sur le pyjama, j'étais là-bas, je trouve 2 policiers, et le monsieur il est caché avec un couverteur, et le mobilette. Et le mobilette, il était mélangé avec le monsieur de toi, dans le salco. Un peu plus loin, dans une autre cité, la mère de Nasser ne comprend pas ce qui est arrivé à son fils. Je m'ai fait la bêtise, je m'ai volé, je m'ai fait quelque chose ou quelqu'un, j'ai dit voilà, c'est ton fils, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Rien, on n'a rien, rien. Déjà j'ai mon fils, l'aîné, il a 22 ans, rien. Jamais de problème avec la police. On est tranquille. Ou surtout, je ne sais pas quoi dire. Le brigadier Lapère, responsable du coup de feu, a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui se serait révélé positif. On apprend ce soir qu'il serait relevé de ses fonctions. Dernière minute donc, le chef de l'agence Aéroflot à l'aéroport de Leonardo da Vinci, c'est-à-dire à Rome, a été arrêté par la police italienne tout à l'heure. Il s'agirait d'une affaire d'espionnage. L'homme était en place, en poste à Rome depuis 6 mois. L'information n'est pas officiellement confirmée. Il s'agit donc du chef de l'agence de l'Aéroflot à l'aéroport Leonardo da Vinci. Attentat à l'explosif ce matin à Issy-les-Moulineaux contre une société qui fabrique des systèmes de pointage pour chars. Une fois de plus, c'est le groupe Bakunin Dance qui a revendiqué cet attentat. C'est le 16e dont il affirme la paternité en un peu plus d'1 an. L'enlèvement de l'étalon Shergar, l'association irlandaise des éleveurs de pur sang a offert aux voleurs une forte récompense avec promesse de ne pas révéler leur identité s'ils rendent Shergar vivant, mais les enquêteurs sont bien pessimistes. À tout hasard, ils vont lancer des recherches dans le sud de la France. Un correspondant anonyme leur a dit que Shergar y ferait des saillies pour pas très cher. Autre sujet de préoccupation pour les Britanniques, le manque d'eau. Les employés du service des eaux sont en grève depuis plus de 3 semaines. Ils sont 29 000 dans ce cas et aujourd'hui, les syndicats des 6 000 techniciens du service des eaux ont appelé leurs adhérents à se joindre au mouvement. Une grève qui prive d'eau déjà plus de 50 000 foyers. Bernard. Voici maintenant plus de 2 semaines que cette grève des employés des eaux se poursuit. Et aujourd'hui, ce sont plusieurs millions d'Anglais qui sont affectés d'une façon ou d'une autre par le mouvement. Il y a d'abord ceux qui sont purement et simplement privés d'eau, déjà 40 000 foyers. Les réparations n'étant plus effectuées, à la moindre fuite, ce sont en effet les canalisations principales qui sont fermées sous peine d'inondation, comme ici. Cela fait bien sûr le bonheur des pigeons, mais certainement pas celui des riverains, qui devront attendre la fin de la grève pour que l'eau soit rétablie chez eux. Et l'on peut ainsi voir des familles venir quotidiennement faire provision d'eau au robinet ou fontaine publique. Une situation bien embarrassante sur le terrain, l'eau courante apparaissant aujourd'hui comme l'un des conforts les plus élémentaires. Ainsi, cette jeune femme réalise-t-elle seulement maintenant qu'elle en est privée à quel point l'eau courante est bien une nécessité quotidienne. Et elle explique que sa vie est changée depuis 10 jours, la toilette, la vaisselle et même le thé sont devenus pour elle des problèmes.
Il y a aussi tous ceux, ils sont 7,5 millions, qui doivent maintenant faire bouillir leur eau avant de la boire en raison de l'arrêt des usines de traitement. Il y a enfin les effets sur l'industrie, grosse consommatrice d'eau, et sur l'environnement, des millions de mètres cubes d'eau polluée étant actuellement rejetés dans les rivières. Pour éviter une aggravation de la situation, le Conseil national de l'eau diffuse des publicités à la télévision. On y apprend qu'il faut tirer la chasse d'eau le moins souvent possible, préférer une douche à un bain, et surtout, suprême sacrifice, éviter de laver sa voiture le week-end. Si bien qu'aujourd'hui en Grande-Bretagne, une voiture sale est en soi un signe extérieur de civisme. Les Anglais qui aujourd'hui ne pensaient qu'à la Saint-Valentin, 7 millions de cartes de vœux ont été envoyées. La tradition est tenace là-bas. La règle veut que les cartes soient anonymes et les messages déguisés, un petit peu à l'image de celui de notre ami Gus. Et le Guardian, un journal très sérieux, a consacré aujourd'hui 8 pages à la Saint-Valentin. Le Times publiant pour sa part 3 pages de messages en petits caractères, vraiment très très microscopiques. Et au nom de toute la rédaction, à nouveau, bonne fête à tous les amoureux de France. Du football maintenant, avec après-demain Portugal-France, à Guimarães, au nord du Portugal, un match de préparation pour l'équipe de France, en vue du prochain championnat d'Europe. Retour d'Amis en attaque, de Stopira également, et puis dans les buts de Dropsy. Et puis bien évidemment, Michel Platini, qui pour Alain Vernon a parlé du football italien, il joue toujours à la Juventus de Turin, en confiant d'abord son plaisir de retrouver à jouer en Josas l'équipe de Michel Hidalgo. Je pense qu'on est dans un rêve en équipe de France par rapport aux réalités du football italien, c'est un peu le contraire. Ici, je crois qu'en plus, il n'y a pas de pression sur nous, puisqu'on est qualifié d'office pour le championnat d'Europe en 84, donc on a 2 ans de matchs amicaux, moi qui suis habitué à avoir une certaine pression tous les dimanches sur les matchs de championnat. Je crois qu'ici on retrouve un peu de santé, un peu de rêve, un peu de fantaisie, un peu de plaisir, parce que l'on n'est pas qualifié pour les championnats. On est qualifié pour les championnats d'Europe, donc ça fait du bien de se retrouver en équipe de France. Michel Platini, maintenant, difficile d'évoquer votre nom sans évoquer l'Italie. Comment se passe ce séjour italien? Les journalistes italiens sont plus agressifs que les journalistes français? Les journalistes italiens sont dangereux dans la mesure qu'ils racontent tout ce qu'ils savent. Donc on ne peut pas parler avec eux sans qu'obligatoirement ils montrent quelque chose. Et puis comme il y a 4 journaux sportifs, 4 quotidiens sportifs en Italie, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est la course à la formation, c'est la course à la vente. Donc tout est faussé, je crois, qu'ils veulent vendre leur canard avant. C'est pas comme en France où il n'y a qu'un seul journal qui est, je pense, assez bien. Est-ce que vous êtes capable de supporter cette pression justement du public italien? Est-ce que vous allez le supporter longtemps? Ça fait assez longtemps aussi que je supporte la pression du public français, donc ça ne me change pas beaucoup. Les Français sont quand même plus indulgents, non? Bon, je ne pense pas. Peut-être qu'ils sont moins chauds, qui sont moins supporters, qui sont moins tifosi, comme on dit, mais disons que la public est là, que la pression est là aussi. Et peut-être moins qu'en Italie, mais difficile aussi. Quand on a joué contre la Hollande au Parc des Princes, je me souviens que la notoriété de Michel Hidalgo, des joueurs, s'est fait là. On gagne, on est tout bon, et on perd, on n'est plus rien, même en Coupe du Monde. En Italie, j'ai l'impression que vous prenez davantage de coups. Est-ce que vous êtes devenu plus violent sur le terrain, plus méchant qu'avant? On ne prend pas davantage de coups. Je pense et c'est vrai, il y a un très très grand respect entre les joueurs en Italie, à cause du fait qu'il y a la télévision qui montre tout. Donc les joueurs ont peur de la télévision, ils ne peuvent pas faire une agression dans un coin parce que c'est montré à 50 millions d'Italiens systématiquement. Et après ils peuvent avoir 3 ou 4 matchs, rien que par les images de la télévision, 3 ou 4 matchs de suspension. Il y a beaucoup de respect en Italie et le jeu n'est pas violent. Il est dur, il est physique, mais il n'est pas violent du tout. Alors vous faites du cinéma parce qu'on vous a souvent vu dans des contorsions sur le terrain. Ah, j'en fais beaucoup, oui. Ah, oui. Ça vous dérange pas de faire du cinéma? De faire du cinéma? Non, ça peut être une reconversion. Et vous avez vu que Michel Platini a déjà perdu un petit peu de son français au contact des Italiens. Rendez-vous donc devant votre téléviseur mercredi après-demain à 16h sur Antenne 2. De la neige sur la Côte d'Azur ce matin, plus de 10 cm d'épaisseur par endroit sur la promenade des Anglais à Nice. Cela n'était pas arrivé depuis 27 ans. Et puis encore beaucoup plus de neige aux États-Unis sur la côte Est. Déjà 63 morts. Philippe Dumez. Déjà baptisé le blizzard de 83, la violente tempête de neige qui s'est abattue en fin de semaine sur le nord-est des États-Unis est une des plus violentes jamais enregistrées dans cette région.
En plus des 63 morts, on compte plusieurs naufrages en mer, tandis qu'à terre, la circulation a été pratiquement bloquée, en particulier dans la capitale fédérale, Washington. La plupart des aéroports ont également été fermés, créant de gros problèmes de transport dans ce pays où l'on utilise l'avion comme un simple autobus. En Virginie, plus de 30 000 maisons ont été privées d'électricité et un peu partout, de nombreux automobilistes ont passé la nuit de vendredi à samedi bloqués dans leur voiture. Côté piéton, ce n'était guère plus brillant et les hôpitaux furent vite pleins pour réparer foulures ou fractures. Hier dimanche, cette neige a malgré tout fait la joie des enfants à qui un simple couvercle servait de luge, mais on redoute là-bas de nouvelles chutes de neige pour ce soir. Excusez-moi, je vais enchaîner tout de suite pour vous dire que la météorologie pour demain sur notre pays a plutôt tendance à s'améliorer. Vous allez comprendre pourquoi sur notre photo satellite. Cependant, faites toujours attention, il y a des risques d'avalanche et ils ont provoqué déjà 6 morts samedi et dimanche dans les Alpes en particulier. Alors regardez, vous voyez la perturbation qui est centrée ici sur la Méditerranée, eh bien, et c'est elle qui provoque le mauvais temps, surtout dans la moitié sud de la France, eh bien cette perturbation va se décaler comme ceci vers l'est et va laisser arriver un anticyclone qui va se renforcer et jeter en quelque sorte tous les nuages qui sont sur notre pays. Et il fera beau temps, mais plutôt froid. Alors pour demain, voyons notre carte maintenant. Signalons tout de suite qu'il y aura des brouillards givrants dans le centre et dans l'Aquitaine. Et puis ailleurs, le temps sera très variable sur les régions méditerranéennes, avec encore des averses, des orages également, surtout en Corse, et puis des chutes de neige très près de la côte et surtout sur les Alpes du Sud, où là le risque d'avalanche est très important demain. Ailleurs, eh bien, il y aura peut-être encore quelques chutes de neige pas très importantes, avec un ciel assez couvert malgré tout, et puis également quelques éclaircies. Et puis enfin, plus au nord, eh bien, le ciel sera de plus en plus dégagé. Du côté des températures, eh bien, elles se rafraîchissent encore un peu par rapport à aujourd'hui. Vous voyez 0 degré en moyenne dans le nord, 3 degrés malgré tout à Brest. Un peu plus chaud dans le sud-ouest avec 6 degrés maximum à Biarritz. Et puis encore un peu plus chaud sur la côte méditerranéenne. Mais vous voyez dans le centre, il fait -2 demain. Et tout ça sont des températures sous abri. Ne l'oublions pas. Alors demain, eh bien, c'est la fête du carnaval. Et puis le soleil se lèvera à 8h01 pour se coucher à 18h09. Un peu plus de 10 heures de soleil. Donc c'est un peu le signe que l'on va vers le beau temps. Voilà, en fin de programme, à 23h15, vous retrouverez Hervé Claude, qui animera comme chaque soir un débat. Ce soir, Serge Julie, le directeur de Libération, face à Elie Maïssi, qui est le correspondant à Paris du journal israélien Maariv. Et puis demain, à 12h45, l'invité de Daniel Bilalian sera Roger Gérard Schwarzenberg, le président du mouvement des radicaux de gauche. Et puisque vous l'avez dit, Philippe, demain c'est le carnaval, nous allons nous quitter sur des images destinées un petit peu à nous réchauffer, à réchauffer notre morale. À la fin de ce journal, des images qui nous viennent du Brésil, de Rio, très exactement, d'Ipanema, une des 2 plages chics avec Copacabana de Rio de Janeiro. Bonsoir à tous, à demain 20h.